Mais d'abord, je vous le disais, comme tous les vendredis, votre rubrique L'Art à la Une pour tout savoir des dernières actualités du secteur. Sybille Aoujane est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Vous allez bien, Sybille ? Oui. Que s'est-il passé cette semaine ? Dites-nous tout. Alors Eva, une actualité qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à propos d'une foire. C'est un braquage qui a eu lieu à la TEFAF. TEFAF qui est la plus prestigieuse foire d'œuvres et d'antiquités qui a lieu tous les ans à Maastricht, aux Pays-Bas. Alors ça s'est passé le mardi 28 juin à 11h30. Un vol a eu lieu à un stand de bijoux et selon le communiqué de la foire, la police néerlandaise était sur place en quelques minutes et des bijoux ont été volés, mais aucun détail supplémentaire n'est connu. Alors au moment des faits, la foire a été évacuée et l'événement a pu rouvrir ses portes jusqu'au dernier jour. Après le braquage, la police a arrêté 2 personnes, un homme de 22 ans, un homme de 26 ans, tous les deux originaires de Belgique, selon le communiqué de la police. D'autres suspects sont toujours recherchés. Et puis, selon plusieurs médias, le butin aurait une valeur environ de 30 millions d'euros et ce braquage aurait eu lieu au niveau du stand du joaillier londonien Symbolic & Chase. Mais le joaillier n'a pas commenté les faits. Quelque chose de plus léger, peut-être, des actualités dans le secteur des maisons de vente aussi, Sybille. Oui, alors c'est une actualité qui concerne Bonhams, qui a beaucoup fait parler d'elle, cette maison de vente, durant toute l'année. D'abord, elle a acheté un espace à Paris, puis elle a acquis 3 maisons de vente cette année en Suède, aux États-Unis et au Danemark. Et c'est désormais la maison de vente française Cornette de Saint-Cyr qui a fait l'objet d'une acquisition par Bonhams. Cornette de Saint-Cyr a été fondée en 1973 par Pierre Cornette de Saint-Cyr. Cette maison de vente s'est développée à Paris, puis à Bruxelles. Et en 2021, le chiffre était particulièrement fort pour cette maison de vente, 43,2 millions d'euros. On connaît cette maison de vente pour des ventes assez notables, des collections du tableau moderne d'Alain Delon en 2007, du mobilier de l'hôtel du Royal Monceau en 2008 et de la succession du peintre franco-japonais Fujita en 2011. Cornette de Saint-Cyr sera renommé Bonhams Cornette de Saint-Cyr et le fils du fondateur, Arnaud Cornette de Saint-Cyr, restera le président. Et est-ce qu'on sait pourquoi Bonhams fait autant d'acquisitions ? Oui, alors selon la maison de vente britannique, elle veut vraiment consolider son réseau en France, donc avec aussi qui se cumule avec l'achat d'un espace à Paris, rue de la Paix, il y a un peu moins d'1 an. Et Bruno Vinciguerra, qui est le PDG de Bonhams, a indiqué que cette acquisition était un élément important pour la stratégie de la maison de vente, qui veut équilibrer sa présence mondiale entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Et pour rappel, Bonhams a été racheté par un fonds d'investissement britannique, Epiris, en 2018. Et enfin, Sybille, une actualité qui va faire le lien, je crois, avec notre interview tout à l'heure. Des peintures de Basquiat ont été saisies aux États-Unis. Exactement. Alors, ce sont des informations du journal Le New York Times qui a pu consulter des documents du FBI. 25 œuvres du peintre Jean-Michel Basquiat ont été saisies au musée d'Orlando en Floride. Et elles étaient exposées au sein de l'exposition Heroes and Monsters Jean-Michel Basquiat. Le musée et leurs propriétaires affirment que Basquiat les a peintes en 1982. Elles ont été ensuite revendues pour $5 000 à un scénariste de télévision qui est aujourd'hui décédé. Et ce scénariste les aurait gardées dans un garde-meuble et les aurait oubliées pendant 30 ans. Elles auraient été récupérées dans un entrepôt à Los Angeles en 2012. Et si leur authenticité est confirmée, ce sont des œuvres qui pourraient valoir plus de $100 millions. Et pourquoi le FBI a commencé à mener l'enquête alors ? Alors c'est le New York Times qui a d'abord publié ses doutes dans un premier article quant à l'authenticité qui émet des doutes sur l'authenticité de ces œuvres, mystérieusement réapparues après 30 ans. Et puis un élément aurait aussi mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Alors sur un carton utilisé pour peindre ces toiles, il y aurait un logo FedEx dont le design n'a été créé qu'en 1994. Et or, c'est 6 ans après la mort de Basquiat. Et donc l'exposition a dû fermer plus tôt prévu, alors que le FBI a fait sa descente et saisi ces 25 tableaux.
Je ne pensais pas qu'on parlerait de FBI aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup, Sybille, pour toutes ces actualités. Votre invitée, on le disait tout de suite, c'est Violette Taquet, fondatrice de Nomar. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'être avec nous. Nomar, une solution qui facilite les démarches administratives, c'est ça, face aux obligations légales du marché de l'art. Expliquez-nous un peu ce que c'est cette solution. Alors, en fait, aujourd'hui, la lutte anti-blanchiment de capitaux a été implémentée sur le marché de l'art. Donc, tous les professionnels de l'art, tous ceux qui vendent de l'art à titre professionnel, donc commissaires-priseurs, galeristes, antiquaires, marchands, tous sont concernés par cette lutte et doivent maintenant mettre en place des mesures de vigilance. Donc ils ont un rôle à jouer eux-mêmes en tant que galeristes. Exactement. En fait, l'idée, c'est pas de dire il y a du blanchiment de capitaux sur le marché de l'art parce que le marché est plein d'escrocs, c'est pas ça du tout. C'est de dire au contraire, vous, les marchands d'art, vous êtes les mieux placés pour détecter les opérations de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Donc on vous rend responsable, entre guillemets, de cette vigilance et on vous impose maintenant de faire les vérifications auprès du client, auprès de la provenance des œuvres, etc. Donc vous devez connaître votre client, vous devez analyser les transactions que vous faites. Et donc vous les aidez à faciliter ces démarches-là, c'est ça ? En fait, c'est assez compliqué parce qu'il y a énormément de textes de loi, il y a énormément de questions à poser aux clients et d'analyse de risque à faire. Et ensuite, il faut aussi se dire, OK, j'ai posé la question, mais quel est le résultat ? Est-ce que c'est risqué ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Donc nous, on fait ça, on a automatisé en fait toute la procédure de vigilance. Donc on certifie aux professionnels qu'on pose les bonnes questions. Et ensuite, on donne un diagnostic. Et on dit, selon les textes de loi, c'est plus ou moins risqué. Et on s'engage aussi à faire évidemment la veille juridique et donc d'assurer les professionnels que tout est mis à jour. Et si un pays devient un pays à risque, ce sera mis à jour dans notre logiciel. Donc si demain ils peuvent vendre à un client de ce pays-là et que le lendemain c'est pas le cas, on les en informera. Parce que comment ça se passe alors vous avez un site internet et donc par exemple je suis galeriste. Comment ça se passe j'ai fait une transaction avec. Est-ce que j'ai déjà fait du coup la transaction ou alors qu'il faut que je m'inscrive avant la transaction pour vérifier que cette transaction n'est pas à risque? Dans l'idéal, il faut faire la vérification en amont de la vente, donc connaître le client à l'entrée en relation d'affaires avant de faire la transaction. Seulement, ce qui peut arriver, c'est que vous fassiez une vente, même à main levée, chez un commissaire-priseur ou autre. Il n'a pas eu le temps de faire toutes les vérifications. Dans ces cas-là, vous pouvez le faire a posteriori. Mais ce qu'il y a, c'est que si, après la vente, vous vous rendez compte que c'était risqué, dans tous les cas, vous serez tenu de faire une déclaration de soupçon à Tracfin, donc qui est la cellule de contrôle et d'enquête en fait, financière. Et c'est une obligation de la part. Est-ce qu'il y a vraiment une loi qui structure ce marché, qui oblige tous les marchands? Donc c'est la 5e directive de lutte anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Et après, c'est une loi européenne. Ok, d'accord. Et après, c'est quand même aussi, par exemple, des compétences que tout le monde n'a pas, parce que quand on va devenir marchand, etc., on ne se dit pas forcément qu'on va faire vérifier tous ces éléments. Et puis, c'est des mots qui peuvent un peu faire peur aussi. Comment est-ce qu'il faut avoir peut-être une petite formation comment faire pour les petites structures qui sont seulement 2 Et bien justement, c'est pour ça qu'on a créé Nomart, c'est que justement, moi je viens un petit peu de cet univers du marché de l'art et j'ai réalisé que cette loi, elle était hyper complexe à mettre en place. C'est la même que pour des banques, des HSBC, etc. Donc en fait, là, sur des grosses structures, c'est facile de recruter une équipe et de mettre tout en place. Chez les petites structures, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et donc nous, on a créé cette solution pour dire déjà, au moins, on apporte cette expertise, on automatise les procédures et on vous facilite la vie là-dessus. Donc c'est quand même beaucoup de travail parce qu'il y a un devoir d'enquête sur les clients. Donc c'est quand même beaucoup de travail, mais au moins on automatise vraiment cette partie-là, on facilite le travail, on apporte l'expertise. Et on va certainement aussi lancer une petite partie e-learning dans le logiciel pour vraiment aussi permettre aux équipes en interne de se former sur ce sujet-là. On n'en a pas parlé, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Pourquoi le marché de l'art il est particulièrement touché aujourd'hui ou exposé au blanchiment et à la fraude ? Alors, c'est pas aujourd'hui, je pense que ça a toujours été. Ça a toujours été, seulement, voilà, il y a les records de vente font grand bruit, le marché de l'art est souvent sous le feu des projecteurs, mais ça fait un moment que cette loi a été mise en place. Alors, elle s'endurcit un petit peu d'année en année, mais ça fait depuis les années 2000 que cette loi est mise en place. Et en fait,
on se rend compte qu'il y a de plus en plus de scandales qui éclatent. Typiquement, dernièrement, c'était le scandale au Louvre. Donc, et c'est des énormes réseaux en fait, de trafic d'œuvres d'art qui financent le terrorisme et par le blanchiment de capitaux, qui sont mis en lumière. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et en fait, le gouvernement aujourd'hui met l'accent sur cette lutte. Mais c'est à l'échelle européenne, hein, dans tous les pays d'Europe, on peut voir les contrôles s'intensifier, la lutte anti-blanchiment s'intensifier. Et donc, c'est assez actuel. Parce qu'il y a quand même des fragilités dans ce secteur, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont... les prix, par exemple, sont assez subjectifs, c'est du relationnel. Il y a une culture du secret aussi. Il y a une culture du secret sur le marché de l'art. Les prix sont volatiles, en effet. Et puis voilà, cette culture du secret fait qu'on n'a pas envie on connaît notre client, on lui parle. Souvent, on le voit en physique ou on l'a en téléphone. Au téléphone, on parle d'art. Il y a beaucoup d'affect. Et donc, c'est assez difficile de poser des questions très précises sur votre résidence fiscale, vos sources de revenus. C'est assez compliqué. Ça va jusqu'où ce travail d'enquête des professionnels? Parce qu'on ne va pas demander aussi à des professionnels du secteur de vérifier jusqu'à la carte d'identité, qu'elle soit juste. Enfin, je veux dire, après, il y a plein de choses qui sont hors de leur portée quand même. Aujourd'hui, ils ont vraiment un devoir d'enquête. Nous, on les guide au travers de ce devoir d'enquête. Le but, c'est d'avoir un maximum, de collecter un maximum d'informations pour vérifier la cohérence en fait de la transaction. Se dire bah oui, mon client, il est collectionneur, je sais ce qu'il fait comme métier. En fait, sa demande est entre guillemets cohérente, justifiée, et c'est tout à fait logique qu'il m'achète cette œuvre-là. Et par contre, les incohérences doivent être repérées. Et nous, on permet de les repérer. D'accord, et alors comment ça se passe s'il y a une incohérence? Alors du coup, c'est là que c'est délicat. Il y a certaines incohérences qui ne sont pas très graves. Donc nous, c'est pour ça qu'on pose toutes les questions. Et chaque réponse a un score. C'est là qu'on fait notre diagnostic. Et pondéré. Et en fait, une petite incohérence, ce n'est pas grave si ce n'est pas un expert aguerri, un collectionneur aguerri, ce n'est pas dramatique. Mais si c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, là, nous, on met un warning et on dit attention, là... c'est douteux, il va falloir enquêter davantage ou alors arrêter la relation d'affaires, stopper la relation d'affaires et ne pas faire la transaction avec ce client. D'accord. Ou faire une dénonciation si vous faites la transaction. Et parce que voilà, si on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de douteux, il faut après le déclarer à la police. Ouais, à Tracfin. À Tracfin. Ouais. Donc la cellule de contrôle et d'enquête en France. Oui, il faut le déclarer. Il faut faire ce qu'ils appellent une déclaration de soupçon. Donc c'est quelque chose qui fait très peur aux marchands d'art. Souvent, ça les fait réagir parce qu'évidemment, c'est bizarre de se dire je travaille avec un client et je vais devoir le dénoncer. C'est de la délation, c'est des mots durs qu'ils emploient, mais eux trouvent ça vraiment difficile et c'est la partie la plus difficile à accepter de la part des marchands d'art aujourd'hui, ce que moi je comprends très bien. Donc c'est pour ça que nous, on arrive avec un diagnostic, on donne le résultat du score et on dit bon, maintenant vous prenez vos décisions, mais au moins, voilà, c'est pas blanc ou noir, c'est on vous aide vraiment à la prise de décision. Déclaration de soupçon, après, est-ce que la personne, elle ne sait pas qu'il y a une déclaration de soupçon? C'est anonyme, oui. D'accord. Et pour le monde du numérique, est-ce que ça va jouer est-ce qu'il va y avoir encore plus du coup de choses à faire, de doutes soulevés, parce qu'il y a peut-être des transactions liées au NFT, etc. Est-ce que vous vous êtes posé la question là-dessus? Alors ouais, nous on vérifie aussi les transactions qui sont payées, enfin les transactions de NFT ou qui sont payées avec des crypto-monnaies. Donc on traite toutes les transactions du marché de l'art en fait. Mais elles sont plus compliquées à traiter, celles-là? Pas beaucoup plus. Non. En fait, en fonction de la réponse, oui, c'est de la crypto-monnaie, laquelle, dans quelles conditions. Et là aussi, il y a aussi une analyse de risque du client, de son attitude, etc. En fait, il y a plein de transactions en crypto-monnaie de NFT qui sont tout à fait bien. Et en fait, c'est là où, voilà, c'est juste, il n'y a pas d'avis, c'est du factuel. Selon la loi, au regard de la loi, c'est risqué, ça ne l'est pas. Et donc... je pense que le secteur du marché de l'art, dans tous les cas, il y a toujours eu, entre guillemets, de la criminalité, mais sur tous les marchés, du blanchiment. Et donc, il y avait d'anciennes méthodes. Aujourd'hui, elles sont facilement repérées. Évidemment, le numérique, les criminels du marché de l'art vont s'en servir aussi. Je pense que c'est pas forcément la démultiplication. Il faut arrêter aussi de penser que c'est un marché... de criminels, ce n'est pas le cas. Et au contraire, c'est justement un marché qui est absolument incroyable et fait de gens passionnés.
Est-ce qu'on se fixe des objectifs à un moment quand on crée une solution comme celle-là? D'ailleurs, on ne vous a pas demandé niveau français, niveau européen, puisque vous parliez de réglementation européenne. Ouais. Aujourd'hui, vous traitez les cas français, mais aussi européens. Alors, c'est une directive européenne, mais chaque pays en fait son application, Voilà. avec les différents organismes de contrôle, etc. Donc chacun Nomar exactement. intervient spécifiquement aujourd'hui en France. Oui, en France. Donc, on est 100% conforme au texte de loi français. Demain, à la fin de l'année, on ouvrirait la Belgique. Est-ce que vous vous donnez des objectifs, justement? Voilà, aujourd'hui, on crée une solution pour éviter les transactions frauduleuses. Est-ce que, voilà, sur les chiffres, on va dire, de manière globale, on arrive à se dire, bah voilà, oui, en 3 ans, là, on a réduit très clairement, très concrètement, le risque de transactions frauduleuses ou le nombre de transactions frauduleuses de tel pourcentage. Alors c'est difficile Je ne sais pas parce que si du ça coup, marche comme en ça. fait, il n'y avait pas d'analyse avant, donc on n'a pas vraiment de chiffres sur ce qui se passait avant. Donc c'est assez compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire, bah, là, on va vraiment accompagner les professionnels de l'art. On va de plus en plus en fait, faire grandir notre outil aussi avec l'utilisation des professionnels. Et c'est ça qui est intéressant. Il y aura toute la partie jurisprudence aussi, parce que les sanctions vont commencer à tomber, parce que là, les contrôles ont commencé. Moi, j'ai quelques galeries qui m'ont appelé. Et donc les contrôles ont commencé. Donc je pense que là, c'est une vague de... Voilà, il faut faire attention, il faut se prémunir contre... Enfin, en tout cas, mettre en place les mesures de vigilance en interne. Et voilà, et je pense que c'est quelque chose de super important. Les chiffres, on les verra dans quelques années. Ouais, c'est ça. On aura ce recul-là seulement dans quelques années. Écoutez, merci beaucoup Violette Taquet d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, aux questions de Sybille Aoujane. Je rappelle, vous êtes la fondatrice de Nomar. Merci beaucoup d'être venue nous voir sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup Sybille. Merci, on vous retrouve la semaine prochaine Oui. dans Smart Patrimoine. Super. À la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.